Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au forum 1.5 de la convergence des psychologues en lutte. Je suis Frédéric Tordeau, je suis psychologue clinicien, membre du Manifeste Psy et du M3P. Alors évidemment, nous remercions la mairie de Montreuil de nous permettre pour la seconde fois d'être dans cette belle salle et nous remercions les participants en présentiel en pleine période des congés de Paris et en ligne malgré les aléas de la vie et aussi du Covid. Alors, tout d'abord, une annonce. Nous appelons tous les psychologues, et c'est très important, de France et d'outre-mer, à venir manifester le 10 juin 2022, 10 juin 2022, un an jour pour jour à la suite de la manifestation du 10 juin 2021. Venez très nombreux, il en va de notre avenir. Alors, ce forum 1.5 de la convergence fait suite, comme vous vous en doutez, au forum de la convergence des psychologues en lutte qui a eu lieu le 29 janvier 2022 à Montreuil et en ligne. Alors, c'était le début d'un mouvement historique pour la profession. 3 mois après, nous voilà de nouveau réunis pour poursuivre notre travail d'élaboration et de construction, pour créer une organisation de défense de la profession, mais aussi et surtout une organisation force de proposition. Alors le forum 1.5, c'est un forum intermédiaire parce que nous souhaitions revenir sur les questions en ligne, laissées en attente de réponse, et d'ailleurs une table ronde y est consacrée cet après-midi, et parce que nous souhaitions également revenir sur notre histoire, notamment pour les générations de psychologues qui la connaissent parfois mal. Alors, sous le premier mandat de l'actuel président de la République française, la profession est attaquée de toutes parts par une série de mesures qui changent la nature de notre pratique, MonPsy, PCO, etc. Or, nous nous regroupons au sein de la convergence pour poser d'une manière forte le refus absolu de toute subordination au médical et plus généralement de toute paramédicalisation. Alors si, avec le Manifeste Psy et le M3P et d'autres collectifs, nous alertons sur MonPsy, c'est parce que nous savons qu'il s'agit d'un modèle et non pas simplement d'un dispositif de remboursement très mal pensé par ailleurs et soutenu et bricolé par la SFPP, censée représenter les psychologues et les défendre. Nous comprenons ensemble que la convergence est dans une rupture idéologique forte, sinon radicale, avec cette organisation qui participe de notre paramédicalisation. Il est important que les associations, d'ailleurs partenaires de la FSPP, se saisissent de ces enjeux pour rejoindre rapidement notre convergence. Alors, qu'est-ce que décrit finalement ce modèle MonPsy ? Une externalisation vers le privé des pratiques publiques, une prescription des soins psychiques, car c'est bien l'ensemble du dispositif qui constitue une prescription et le terme d'adressage ne pourra rien arranger et changer à cette affaire, une atteinte déontologique majeure sur tous les principes généraux du Code. Je vous invite à revoir le forum 1 accessible en ligne pour vous en convaincre, une objectalisation et une standardisation de nos pratiques, puisque c'est le même dispositif pour tous. C'est un modèle qui porte une atteinte donc sans précédent à la profession parce qu'il éloigne de notre culture, nous éloigne de notre culture de pratique. Alors avant de donner la parole à Roland Gori pour cette première table ronde, je souhaitais juste revenir sur l'étape suivante à MonPsy dans le projet de casse de notre profession. Donc le président Emmanuel Macron a en effet présenté son projet pour la santé mentale sur Doctissimo. Nous y trouvons cette petite phrase: la reconnaissance de la profession de psychologue clinicien comme une profession de santé à part entière. L'idée d'une profession de santé qui serait psychologue clinicien est séduisante au premier abord. En tout cas, elle pourrait séduire. Mais attention au charme hypnotique que peut exercer sur nous un projet construit par le médical ou pire par les gestionnaires. Sur le papier, le remboursement des psychologues libéraux est d'ailleurs séduisant. Dans les faits, c'est une catastrophe avec un dispositif grotesque, inique et dangereux. À l'instar de MonPsy, chat échaudé, il nous faut donc prendre très au sérieux le projet décliné dans cette simple petite phrase, psychologue clinicien comme profession de santé à part entière,
parce qu'il sera évidemment pensé sur le même moule que mon psy. Alors voici quelques risques. Que mon psy devienne l'organe sélectif des psychologues cliniciens de demain. Or, les critères de sélection ont été arbitrairement élargis aux psychologues qui n'ont pas de formation en psychologie clinique. Autrement dit, la profession de psychologue clinicien, si elle suit le chemin de mon psy, serait désolidarisée de la formation en psychologie clinique. C'est donc aussi la disparition, le risque de la disparition de la psychologie clinique comme spécialité, cette étude du patient, de sa personnalité, dans sa singularité. Si demain, le psychologue clinicien professionnel de la santé n'est plus le psychologue clinicien ayant un master ou demain un doctorat de psychologie clinique, alors les formations vont devoir certainement homogénéiser leurs conditions à terme pour accéder à ce nouveau statut. Un autre risque majeur est de faire que la formation initiale, peu importe les masters, doivent s'additionner à une formation hybride psychologie-médecine pour accéder au statut de psychologue clinicien comme professionnel de santé. Et aussi donc que cette formation supplémentaire se déroule en dehors des sciences et des sciences humaines. Additionné à mon psy, la paramédicalisation avec un tel projet ne fait guère de doute, autrement dit que nous soyons rangés au niveau des auxiliaires médicaux dans la logique encore une fois de mon psy. Je vous invite à lire, à relire les recommandations de l'IGAS qui sont assez transparentes sur ces questions. Or, le gouvernement suit à la lettre ces recommandations. Il y a d'ailleurs cette recommandation qui a été à entendre dans l'IGAS, conditionner l'ouverture au remboursement de l'activité des psychologues cliniciens pour ceux qui le souhaitent à l'acceptation de modalités thérapeutiques compatibles avec celles des autres professions de santé. Ce qui retient notre attention est bien cette phrase, ceux qui le souhaitent. En effet, il y aura toujours des psychologues qui souhaiteront devenir des auxiliaires médicaux, comme par exemple d'intégrer mon psy, nous l'avons vu. Entendons également ici la perversion du système. Le gouvernement compte sur la paupérisation de la profession pour recueillir des stocks et des flux, c'est encore comme cela que c'est indiqué, de psychologues serviles qui accepteraient de devenir des auxiliaires médicaux. Aucune profession dans le fond n'a été maltraitée et instrumentalisée comme la nôtre. Il est temps de stopper cette dynamique négative et délétère pour la profession. Nous devons donc faire de Convergence l'interlocuteur principal des questions qui vont s'imposer à nous demain, aujourd'hui, et nous travaillons sans relâche pour que ce soit le cas. Je donne maintenant la parole à Roland Gori, qui va peut-être se présenter très brièvement avant de commencer. Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à la mairie de Montreuil de cet accueil, de nous donner ces conditions de travail. Je salue plus particulièrement toutes les courageuses et tous les courageux qui sont venus aujourd'hui massivement en présentiel soutenir cette lutte contre la casse de nos métiers. Je ne vais pas vraiment vous présenter, disons, pour aller vite, je suis psychologue clinicien de formation, psychanalyste, personne étant parfait, et ancien professeur à l'université d'Aix-Marseille. Alors, je remercie Frédéric d'avoir ouvert aussi, comme il l'a fait, notre première table ronde, sur la question de savoir finalement pour quelles raisons est-ce qu'il est important de parler de l'histoire, de la mémoire, du passé, pour comprendre ce qui nous arrive dans le présent. Je crois que la première remarque que l'on peut faire, je l'emprunterai à Albert Einstein, qui à la fin de sa vie dit que pour le physicien qu'il est, la distinction que l'on fait habituellement entre le passé, le présent et le futur est une pure illusion. C'est-à-dire que si nous voulons comprendre aujourd'hui les conditions sociales, politiques et culturelles qui produisent cette menace sur notre métier, je crois qu'il est important de restituer, je dirais, l'histoire de la profession, enfin, je vous dirai quelques mots tout à l'heure, plus précisément l'archéologie de notre discipline. Et je dirais, avec l'historien Marc Bloch, que l'incompréhension du présent n'est fatalement de l'ignorance du passé, ce que les psychologues devraient quand même savoir. Et il ajoute, mais il n'est peut-être pas moins vain de s'épuiser de comprendre le passé si l'on ne sait rien du présent.
Donc, vous voyez, c'est un point qui me paraît extrêmement important, parce que justement, les traces du passé ne parlent pas d'elles-mêmes. Elles restituent moins le passé tel qu'il a été que les signes du passé dans notre actualité, les formes zombies de nos expériences. Et c'est pour reprendre encore le mot de Paul Veyne, c'est finalement, l'historien, lire le réel comme un texte. Alors vous allez dire que je cite beaucoup, oui je sais que ça n'est pas aussi de l'époque. L'époque dénie les dettes, et moi je fais l'effort en citant justement ceux qui m'ont accompagné dans ma formation de reconnaître ces dettes. Une nécessité, à mon avis, de comprendre aussi ce qui nous arrive, c'est, et là encore je vais citer le philosophe Walter Benjamin, pour lequel j'ai une profonde affection, le présent ne prend son sens que par rapport au passé, ou plutôt à tel moment particulier du passé qu'il prolonge, ou plus exactement qu'il se réincarne en lui. Et c'est un peu sur ce point que je voudrais intervenir en soulignant un certain nombre de moments particuliers, si vous voulez, de notre histoire. Et si, pour cette table ronde, nous avons choisi le terme d'archéologie de la psychologie, ça n'est pas par hasard, c'est pour dire que l'histoire ne se construit qu'à rebrousse-poil et qu'elle est moins la restitution du passé que l'interrogation et la recherche des formes actualisées du passé qui hantent le présent. Et je vais en parler à propos notamment de l'origine de la psychologie clinique. Mais concrètement, ça veut dire, si vous voulez, que c'est à partir justement des questions et des dangers de notre présent, de la psychologie, que l'on peut arriver à comprendre les traces de son histoire, qui encore une fois ne sont pas des vestiges, mais sont des formes d'existence réactualisées dans le présent. Or, il y a quelque chose d'absolument étonnant, c'est que les psychologues, cliniciens, les psychanalystes, les psychologues divers et variés, je vais revenir là-dessus, mais la psychologie est une discipline rhapsodique, eh bien, il se trouve qu'ils n'attachent quasiment peu ou pas d'importance à l'histoire de leur discipline. Ce qui est, j'ai eu quelques responsabilités au niveau national, puisque j'ai été vice-président et président de la section psychologie au Comité national des universités. J'ai été expert au ministère de la Recherche pendant 7 ans. Et bien, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a très peu, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu d'historiens de notre discipline. Et tout se passe comme si il y avait une espèce de consensus, d'accord tacite, pour oublier notre histoire, alors même qu'elle détermine très concrètement les règles de construction de nos savoirs, comme les règles de construction de nos pratiques. Donc il y a vraiment une espèce d'amnésie partagée par la communauté, et je remercie les organisateurs et les initiateurs de cette journée de m'avoir invité à en dire quelques mots. On ne peut pas, par exemple, comprendre, si vous voulez, ce qui est en train de se produire du côté de la taylorisation du métier de psychologue, de la prolétarisation des psychologues eux-mêmes, de la subordination, si vous voulez, médicale qui est imposée par le pouvoir, si on ne comprend pas, par exemple, comment est née la psychologie clinique, et notamment comment elle est née, je dirais, de plusieurs racines. On peut rapidement en remarquer au moins 3. La première, si vous voulez, la psychologie clinique, elle naît en même temps, à peu près, que la psychanalyse. Elle naît à la fin du 19e siècle. 1896, Widmer fonde une clinique psychologique, une espèce de clinique armée qui va également se poursuivre sur le mode du guide, du coaching, etc. De 1897 à 1901, paraît en France régulièrement une revue de psychologie clinique et thérapeutique dirigée par les docteurs Hartenberg et Valentin. Ce sont des médecins des hôpitaux, ils sont responsables de l'école psychothérapique de Paris, ce sont des élèves de Bernheim, de Nancy, donc ils vont, eux, prôner une psychologie médicale, pour aller vite, qui va utiliser l'hypnose comme traitement des composantes psychiques des maladies, de toutes les maladies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font aussi par opposition à ce qu'ils appellent la mathématique de la psychologie, c'est les statistiques pour aller vite. Vous voyez, on va
on va encore une fois toucher le cœur de ce qui nous amène aujourd'hui. Bien sûr, une autre racine, si vous voulez, de la psychologie clinique, c'est Janet. Le terme chez Janet est présent dès 1897 et dans sa préface au volume Névrose et idées fixes, il annonce l'existence de cette psychologie clinique. Le terme revient souvent, il va revenir encore beaucoup plus souvent dans les années 1920. Et ce qui est important, c'est que pour Janet, il s'inscrit là aussi en contrepoint des statistiques, en contrepoint des expérimentations. Et ce qui l'intéresse, c'est, je le cite, l'événement singulier et inattendu qui déborde les lois scientifiques mises à l'évidence par l'expérimentation. Et même par rapport au test, il a, si vous voulez, une espèce d'allergie au test, c'est un peu sa bête noire. Donc ça me paraît, il le dit, pendant bien longtemps, j'ai eu bien horreur des tests. C'est important parce que, là encore, vous voyez, ce sur quoi, justement, insiste Janet, comme Hartenberg et Valentin, c'est la dimension imprévisible, c'est la dimension singulière, c'est la dimension concrète. Alors, vous le savez, une autre des racines de la psychologie clinique, c'est Freud. Dans une lettre à Fliss le 30 janvier 1899, il écrit « Maintenant, la connexion avec la psychologie avec la psychanalyse telle qu'elle se présente dans les études sur l'hystérie sur le chaos, j'aperçois les relations avec le conflit, avec la vie, tout ce que j'aimerais appeler psychologie clinique. » Donc, vous voyez, on a ces racines-là, et c'est un point qui est très, très important parce que, d'une certaine manière, en fonction des époques, et on va venir bien sûr à la nôtre, en fonction des époques, eh bien, c'est l'une ou l'autre de ces composantes, on peut dire même de ces paradigmes, qui va dominer le champ de la psychologie. Alors, et donc, Roland, je suppose que son institutionnalisation en France de la psychologie clinique doit aussi à cet héritage. Absolument. C'est-à-dire que, bon, là, je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai tendance à considérer que c'est un peu, si tu veux, c'est un petit peu comme pour la lumière, si on la fait passer par un prisme, eh bien, elle va se décomposer en couleurs rouge, bleu, verte, etc. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en gros, lorsque la psychologie, pour aller vite, passe par le prisme de la culture, par le prisme des conditions sociales et politiques, eh bien, ce qui va apparaître en fonction de la réflexion et de l'absorption, justement, que font les valeurs politiques, c'est tel ou tel, je dirais, paradigme. Peut-être juste un mot avant de venir. Je ne sais pas si on m'entend, mais on vous a perdu. On n'a plus de son. Ah, c'est bon. C'est bon. Désolé. Bon. Alors, bon, je voudrais faire vite pour effectivement répondre à ta question, Frédéric, mais disons que concrètement, lorsque le pouvoir aujourd'hui installe, par le biais, par le truchement d'une modification des conditions sociales d'exercice de la profession de psychologue, installe quelque chose qui relève de la protocolisation, de la taylorisation des tâches, de la technicisation et de la subordination médicale, c'est clair, ça veut dire que c'est la disparition de la psychologie clinique. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que même
avec des entrées différentes, ce sur quoi s'entendent les différents paradigmes qui composent la psychologie clinique, c'est le singulier, c'est le concret, c'est l'humain en situation. C'est ça qui est important. Donc à partir du moment où, si vous voulez, on prescrit, pour aller vite, 8 séances, on définit en quelque sorte, en modifiant les conditions même de la pratique, on modifie la substance et les valeurs de cette pratique. On modifie l'éthique, si vous voulez, de cette pratique. Alors, ceci pour dire que la psychologie, comme la psychiatrie, sont, comme le disait Michel Foucault, des faits de civilisation. Ce n'est pas seulement des concepts, ce n'est pas seulement des pratiques, ce n'est pas seulement des méthodes, ce sont aussi des faits de civilisation qui sont déterminés par les conditions sociales, culturelles et politiques. Alors, pour prendre quelques exemples, quelques étapes historiques, à quoi m'invite justement Frédéric. On voit bien comment, par exemple, la psychologie va à l'université, Alain en parlera par rapport aux formations universitaires, mais en 1947, lorsque la licence est créée, on voit bien déjà l'existence de cette tension entre les trois composantes et les trois paradigmes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la tension avec un pôle, on va dire, scientifique. Il y a dans la licence de psychologie 2 certificats qui sont délivrés par les universités. Ah ouais. Par les facultés des sciences. Il y a 3 certificats qui sont délivrés par les facultés des lettres qui vont devenir facultés des lettres des sciences humaines. Et il y a également, bien évidemment, la présence, je dirais, médicale. C'est-à-dire qu'en gros, la psychologie, elle doit à un moment donné s'émanciper de la tutelle de la philosophie, n'est-ce pas, qui la maintenait en subordination. C'était des agrégés de philo qui enseignaient la psycho à l'université. Elle doit également s'émanciper de la tutelle médicale avec, comme vous le savez, tous les procès qui sont faits par le Conseil de l'ordre aux psychologues qui sont psychothérapeutes ou psychanalystes. Et elle doit en même temps se maintenir dans une tension entre un pôle que Lagache va appeler humaniste pour aller vite, et puis un pôle naturaliste, c'est-à-dire un pôle scientifique. Alors, c'est un point qui est très concret, ça. C'est-à-dire que comment, à partir du moment, si vous voulez, où la psychologie se réduit à un de ces pôles, elle perd sa spécificité. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est notre pluralisme qui nous donne à la fois une indépendance et une signature épistémologique. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, quand aujourd'hui on voit apparaître ce qui peut vous paraître tout à fait nouveau, à savoir justement la tentative du pouvoir d'imposer une subordination médicale, et moi je peux vous dire qu'au début des années 80, jeune professeur à l'université Paul Valéry à Montpellier, eh bien le DESS, et le DESS c'est très important parce que c'est, comme vous le savez, 1971, ce qui va donner d'une certaine manière un statut aux psychologues à l'hôpital. Eh bien le DESS était délivré par une UFR, qui était, on a appelé ça UR, à l'époque, l'unité d'enseignement et de recherche, l'UR 9 à Paul Valéry, qui était fondée par Robert Laffont, professeur de médecine, et donc la validation, la certification professionnelle, elle dépendait de cette UR qui était différente de l'UR de psychologie. Et donc moi j'ai mené un combat, si vous voulez, pour rapatrier ce DESS dans le cadre de l'UR de psychologie. Et je n'ai gagné ce combat, c'est un point important par rapport à ce sur quoi je voudrais insister, je n'ai gagné ce combat alors que je venais de fonder, si vous voulez, un département de psychologie clinique et pathologique, je n'ai gagné ce combat que parce que j'ai été soutenu par mes collègues psychologues expérimentalistes, dont un était vice-président de l'université, spécialiste d'éthologie, qui souhaitaient que les psychologues se réapproprient ce qui avait été confisqué d'une certaine manière par la faculté de médecine, vous voyez, et notamment cette idée de Robert Laffont, qui est d'accord pour que les psychologues soient thérapeutes, mais dans une position d'auxiliaires médicaux. Donc, si vous voulez, on a là quelque chose d'extrêmement important et qui montre que c'est souvent par un jeu. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi un changement au conseil scientifique de l'université qui nous a été favorable par des alliances à gauche pour aller vite, qui ont permis que je puisse rapatrier ce DESS. Donc, si vous voulez, à plusieurs reprises, comme ça, dans l'histoire, c'est ce sur quoi je voudrais insister, les règles de construction de nos savoirs, les règles de construction de nos pratiques, les règles de construction de nos formations universitaires, elles sont déterminées par des éléments exogènes qui sont des éléments culturels,
des éléments sociaux, des éléments politiques. Je vous donne d'autres exemples. 1968-1969, Didier Anzieux est chargé par Edgar Faure de porter un projet de statut du psychologue. Bien sûr, Anzieux me l'a plusieurs fois rappelé, il y a eu énormément de réactions négatives de la profession à cette idée, justement, de créer un statut des psychologues. Mais c'est à un moment donné la perte du ministère d'Edgar Faure qui va conduire à l'abandon de ce statut. Ce n'est pas seulement les réactions de la profession, c'est que le pouvoir politique qui lui confie à un moment donné de porter ce projet, eh ben, il y a, si vous voulez, un remaniement ministériel et le projet tombe à l'eau. On peut prendre un autre exemple qui montre bien, si vous voulez, que nos professions, quelles qu'elles soient, et nos savoirs et nos pratiques, n'évaluent pas simplement par des nécessités endogènes, elles sont sans arrêt leur champ spécifique, comme dirait Bourdieu, leur champ spécifique est aussi modelé, si vous voulez, par des influences sociales, culturelles et politiques extérieures. Je ne sais pas si je suis clair. Pour prendre un autre exemple, à un moment donné, il va se poser la question de savoir s'il faut assujettir les psychologues, thérapeutes, psychanalystes par exemple, à la TVA. Et c'est Simone Veil qui va pondre une circulaire en 1979 disant il existe des psychologues de santé et donc qui permet à ces psychologues de ne pas être assujettis à la TVA. Donc, vous voyez, c'est un geste qui est quasiment un geste du côté du ministère de la Santé, mais à vocation fiscale, qui va faire reconnaître une profession qui n'avait pas de reconnaissance jusque-là. Arrive la question, par exemple, ensuite, la question du titre de psychologue. En 1985, comme vous le savez, il y a définition du droit à porter un titre de psychologue, le titre unique. À cette époque-là, il y avait des tensions très fortes. On a lancé un premier mouvement qui était le Conseil national provisoire de psychopathologie et de psychanalyse, dont j'ai été président parce que les grands patrons de l'époque, n'est-ce pas, préféraient un tout jeune prince que se disputait bien évidemment le royaume en perdition. Et on a tenté à ce moment-là de faire reconnaître la spécificité, la régionalité, je dirais presque, de la psychologie clinique, en considérant que le titre unique allait, d'une certaine manière, se faire aux dépens de la psychologie clinique, où souvent les psychologues cliniciens avaient, à l'extérieur de l'université, des formations beaucoup plus longues, beaucoup plus importantes. Donc, si vous voulez, c'est un point important que, par exemple, vous parlez de l'AFP, de la Fédération française de psychologie psychologique, quand vous parlez de la EPU, quand vous parlez de la SFP, il faut voir que d'une certaine manière, ces associations étaient très rétives, très réticentes à la reconnaissance d'une région spécifique de la psychologie clinique et de la psychopathologie. C'est un point qui me paraît extrêmement important. Alors, 1984-1985, il y a ce Conseil national provisoire de la psychopathologie et de la psychanalyse. Bon, et en même temps, il y a le titre unique, un peu en concurrence, et c'est le titre unique qui gagne. Donc aujourd'hui, on retrouve cette question. Si vous voulez, ces formes d'expérience hantent notre présent, notre actualité. Il ne faut pas s'y tromper. On arrive, pour aller vite, on arrive ensuite aux années 90. On arrive aux années 90. Et pendant les années 90, on voit arriver une cohorte d'experts qui sont portés par des nouvelles formes d'évaluation, on va en parler, des formations universitaires. Donc, en gros, il s'agit de casser d'une certaine manière les productions, si vous voulez, endogènes de la psychopathologie et de la psychanalyse. Et là, il y a une menace très importante sur des formations universitaires en psychologie clinique, en psychopathologie. Les DEA les diplômes d'études approfondies sont menacés, La Planche, Lyon également, et moi d'ailleurs à Aix-Marseille. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, on va arriver ces experts qui vont également, bon, je pense à quelqu'un qui a de grandes qualités, qui est Roger Lécuyer, par exemple, et qui est à l'origine, d'une certaine manière, de la FFP, mais aussi du titre unique, et aussi, n'est-ce pas, de cette cohorte d'experts qui viennent un peu déjà nous normaliser. Et en réaction, se constitue quelque chose dont Alain va vous aussi vous parler, 1999-2000, c'est la création du SURP,
avec Pierre Hédida et un certain nombre d'entre nous. Donc, pardon, tu disais en fait on dirait qu'il y a effectivement deux influences. Une influence externe de tentative effectivement de standardisation ou d'effacement de la psychologie clinique et interne aussi à la psychologie dans son histoire. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et alors, c'est ce qui est intéressant, c'est ce sur quoi je voudrais juste insister avant. On a décidé avec Alain notamment d'avoir, je dirais, les deux séquences hybrides. Il va intervenir sur cette séquence que vous m'aviez confiée, et j'interviendrai aussi, bien sûr, dans le cadre de la CIANI. Ce que je voudrais justement dire, si vous voulez, c'est que, comme tu le dis, Frédéric, il y a ces tensions à l'intérieur même d'une discipline rhapsodique qui se construit, et il y a en même temps l'intrusion dans le champ de cette discipline de valeurs politiques, de valeurs éthiques qui tentent de modifier à leur profit, pas au profit de la discipline, pas au profit des métiers, mais au profit du politique, justement, cette tension-là. Or, et je voudrais justement un peu terminer ce point là-dessus, or c'est justement lorsque on va, grâce à des gens comme mon ami Christian Guilluy ou Claude Bastien, qui vont d'une certaine manière, par exemple au niveau du CNU, qui vont admettre le pluralisme de la psychologie, que nous devenons plus forts. Et que d'une certaine manière, si vous voulez, il ne s'agit pas de normaliser, il ne s'agit pas d'uniformiser, il s'agit de reconnaître l'existence d'un pluralisme méthodologique, il s'agit de reconnaître la nécessité d'une solidarité des psychologues, quel que soit justement leur rapport préférentiel à telle théorie ou à telle méthode. Et c'est là où, d'une certaine façon, nous avons pu peser. Et c'est là où, si vous voulez, à la fois, il y a une reconnaissance de la régionalité épistémologique des paradigmes qui constituent notre discipline et nos pratiques, et en même temps, la nécessité de les articuler, de les interroger mutuellement pour pouvoir arriver à tenir socialement. Parce qu'il ne faut pas se tromper. L'autonomie, moi j'ai fait partie pendant 15 ans du CNU sur une liste qui s'appelait pluralité, solidarité et indépendance. Je reprendrai volontiers justement l'intitulé de cette liste qui était celle qui avait créé mon ami Christian Guilluy. Il faut que nous soyons dans le pluralisme, dans la solidarité et dans l'indépendance. Pour avoir cette indépendance, notamment par rapport au pouvoir politique, qui encore une fois, étant donné que la rationalité médicale se modifie aujourd'hui, qu'elle n'est plus du côté de la clinique, mais qu'elle est du côté du dépistage des facteurs de risque, il allait de soi que tout ce qui pouvait être autour de cette rationalité médicale, dont la rationalité psychologique, allait être fortement impacté. Et donc, si vous voulez, je ne vois pas comment, si nous ne pesons pas politiquement, et là, je crois que c'est à vous, maintenant, je dirais, de prendre ce témoin, si nous ne pesons pas politiquement, il va de soi que le pouvoir qui, encore une fois, transfère nombre de modules de tâches, infirmière de pratique avancée, orthoptiste à la place des ophtalmos, orthophoniste à la place des ORL, etc., sage-femme, etc. En gros, il y a une nouvelle résurgence de ce qu'on appelait naguère les officiers de santé qui, en quelque sorte, se voient dévolu la tâche d'un certain nombre d'activités et de pratiques, faute de médecins. Faute de médecins. Donc, si vous voulez, c'est uniquement si nous sommes à la fois unis et pluralistes, c'est que chacun reconnaisse la régionalité épistémologique de la discipline, que nous pourrons, en quelque sorte, nous en sortir. Donc, je pense qu'on a pu avec un certain nombre de nos amis, je pense à Pierre Féhida, André Sirota et nombre de collègues du SURP dont sûrement Alain va parler, nous avons pu, si vous voulez, tirer cette leçon, c'est-à-dire que la division qui hante, et jusqu'à convergence, on en parlera cet après-midi, mais les tendances à la division qui hantent en quelque sorte la profession et qui se réfractent même dans les mouvements d'opposition au pouvoir,
n'est-ce pas? Et véritablement, ce qui nous affaiblit et nous fait perdre notre indépendance. Et je crois que c'est un point important parce que c'est le moment où le pouvoir peut se positionner un arbitre de ces tensions internes qui peut faire son marché et imposer ses propres valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs éthiques de la discipline. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais je répondrai volontiers à vos questions. Pour conclure, si vous voulez, pourquoi j'ai accepté aussi de dire quelques mots, balbutier quelques mots sur cette question de l'archéologie, de notre discipline et de notre histoire, c'est parce que notre passé, dans le présent, il ne survit pas comme trace ou comme vestige, mais comme des formes réactualisées d'expériences inachevées. Et donc, c'est la mémoire dans l'actualité qui nous importe. Et c'est de cela aussi dont nous devons, si vous voulez, tirer conscience aujourd'hui, parce que c'est, en gros, si nous n'arrivons pas à sauver de l'oubli la manière dont s'est constituée la mémoire de notre discipline, eh bien je crois que nous perdrons nécessairement, si vous voulez, nous perdrons notre indépendance. Et il y a un adage bien connu qui dit que lorsque les peuples oublient leur passé, ils se contraignent à le répéter. Merci. Mais tu m'as dit que oui, mais c'est l'autre chose. Bon, voilà. Moi, je préfère maintenant. Merci beaucoup Roland. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre certains points et puis je vais donner la parole à la salle hybride, à la fois sur Zoom et en présentiel. Alors, qu'est-ce que je retiens à mon niveau? Effectivement, merci, comme le souligne la salle Zoom, d'avoir posé ces fondamentaux, Roland Gori. Donc, je retiens que les psychologues attachent peu d'importance à leur propre destin et leur propre appartenance. Alors ça me semble essentiel, et on est là effectivement pour essayer de travailler ensemble à construire, à développer, déployer une culture militante pour défendre notre indépendance et notre pluralisme. Donc ça, c'est très important. Je retiens aussi ce que tu as dit, nous sommes en train de modifier, en tout cas il y a des tentatives de modification de la substance de nos pratiques en standardisant effectivement le métier et donc en nous éloignant par là même de ce qui fait le sel de la psychologie clinique, c'est-à-dire de la singularité. Si on reprend effectivement ce qu'est mon psy est tout à fait contraire à la psychologie clinique au sens non pas d'une orientation théorique par rapport à une autre, non, du psychologue clinicien qui peut pratiquer la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnothérapie, etc. Mais il est privé de quoi? Effectivement, de pouvoir construire la singularité de son exercice et donc d'entendre la singularité de son patient. D'autre part, tu disais qu'effectivement, là, on est un carrefour par rapport à cette question des organisations qui étaient rétives à une reconnaissance d'une régionalité de la psychologie clinique, de la psychologie par la psychologie clinique. On y reviendra peut-être. Et puis, il y a quelque chose de fondamental, c'est, dans ce que tu dis, c'est une instrumentalisation. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives répétées du politique d'utiliser la tension interne à la discipline pour instrumentaliser la discipline. Et c'est même, vous m'entendez bien là? Oui. Je dirais que donc il y a des tentatives du politique d'utiliser la tension interne à la discipline pour instrumentaliser la discipline, mais je dirais que c'est avec la complicité effectivement de psychologues qui cherchent notamment une reconnaissance du côté du médical. On sait que certains psychologues, c'est avec la complicité de certains psychologues que, eh bien, il y a eu des expérimentations de remboursement et des expérimentations, et notamment l'écriture même de l'IGAS a participé avec une complicité effectivement de psychologues qui cherchent
qui cherche sans doute une reconnaissance du médical et qui donc s'abstrait totalement de notre histoire. Et évidemment, on ne peut pas être fort à partir du moment où on répond aux tensions internes qui sont censées nous diviser et nous instrumentaliser. Donc, je te remercie beaucoup pour avoir rappelé cette évidence. Ce n'est pas effectivement, c'est avec son histoire que les psychologues, avec leur histoire que les psychologues peuvent se défendre. Donc, il nous reste 10 minutes avant de passer à la seconde table ronde avec donc est-ce que la salle en présentiel ou la salle Zoom voudrait participer pour poser des questions à Roland? Poser des questions, ou discuter, ou acter des choses, ou élaborer, ou construire. C'est effectivement un forum de construction. Si tu permets, Frédéric, je voulais juste dire un mot, parce que j'ai vu circuler un texte qui m'attribue des propos que je n'avais pas tout à fait tenus dans le rapport de mission de 2003. C'est-à-dire que en 2003, j'ai été chargé de mission au moment, si vous voulez, du ministère Mattei. C'était le doyen Berland de la faculté de médecine de Marseille qui devait répondre à la question que l'on voit aujourd'hui réactualisée par le projet bien avancé déjà à Véran, à savoir que comme 40% des psychiatres et pédopsychiatres allaient partir à la retraite, il fallait les remplacer, vous voyez, les officiers de santé, et c'était du côté des médecins généralistes ou du côté des infirmiers ou du côté des psychologues. Et c'est intéressant parce que déjà, on voulait nous faire entrer dans le code de la santé. Et contrairement à un texte que j'ai lu circuler, le projet que je proposais n'était pas de créer une liste de psychopathologues, ça, c'est pas dans mon rapport, mais de créer, comme le voulait Mattei d'ailleurs, une école de praticiens du soin psychique où effectivement pouvait être reconnue la régionalité de la spécialité psychopathologie, mais dans sa pluralité, puisque dans ce rapport, je disais par exemple que cette formation qui effectivement conduisait, puisqu'il y avait la réforme LMND, c'était une réforme qui était en cours, à savoir licence, master, doctorat, et qui du coup faisait un peu dégringoler dans la hiérarchie administrative des psychologues. Et donc l'idée, c'était d'accrocher du côté effectivement du doctorat en s'appuyant sur des écoles, enfin des paradigmes de formation qui pouvaient être aussi bien le cognitif que, si vous voulez, la psychanalyse, la psychopathologie, etc. Donc il y avait là aussi la possibilité d'un pluralisme. Praticien du soin psychique, c'était pas simplement la psychanalyse, ça pouvait très bien être d'autres méthodes, d'autres techniques, d'autres procédures. Je ne sais pas si je suis bien. Enfin, je voulais le dire parce que, encore une fois, nous n'avons jamais été aussi forts et unis que lorsque nous nous sommes reconnus mutuellement des spécificités régionales. Oui, voilà. Alors ça, c'est effectivement très important, c'est de défendre nos régionalités pour être forts. Et donc, on appelle tous les psychologues cliniciens à se lever. Alors, dans la salle ou présentielle ou par Zoom, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'il y a Elisabeth Robillard. D'accord. Roxane Béziane. J'ai confondu avec son alter ego. Oui, Monsieur Gori, une question, c'était vraiment intéressant finalement là avec le doyen Berland d'arriver à ces psychologues, praticiens du soin psychique. Qu'est-ce qui fait que ça n'a... Alors la profession était, j'imagine, divisée sur cette question-là, mais est-ce que la proposition du doyen était d'entrer dans le code de la santé, mais sous condition d'être des paramédicaux? C'est ça, c'était ça le point qui a empêché finalement d'avoir ce territoire-là, parce que c'est une question, moi je trouve encore complètement d'actualité. Nous devons défendre notre territoire qui peut encore à l'heure actuelle s'appeler le territoire des soins psychiques.
Ouais. Alors, je peux répondre, Frédéric? Là, j'y vais, je réponds? Oui, d'accord. Oui, réponds, j'approuve simplement. D'accord. Alors, c'est très intéressant, Roxane, votre question, parce qu'on voit bien comment, justement, des choses, des événements particuliers de notre histoire, qui sont des événements essentiels, ne sont pas déterminés que par une nécessité épistémologique de la discipline elle-même, mais comment, justement, des éléments apparemment exogènes, c'est-à-dire des facteurs historiques, sociaux, culturels, etc., vont jouer. Alors, 2003, je remets ce rapport. Simplement, ce rapport entre en concurrence avec un rapport rédigé par des professeurs de psychiatrie, dont je ne vous dirai pas le nom, dont je ne vous dirai pas le peu d'estime que j'ai pour eux aussi, qui, eux, proposent en quelque sorte un rapport alternatif de faire comme au Canada, avec la possibilité pour les psychologues en subordination médicale de prescrire des médicaments, par exemple, et avec une dominante essentiellement d'ailleurs thérapie cognitive, cognitivo-comportementaliste, pas parce que ce sont des fans du cognitivisme. Moi, je travaille à ce moment-là avec des copains cognitivistes dans un séminaire, c'est pas du tout la même chose, c'est pas ça. C'est parce qu'en gros, c'est ce qui vient le plus facilement être soluble dans une technicisation des pratiques. Et c'est intéressant parce que parmi les gens de ce projet, je dirais que leurs héritiers vont être ceux qui participeront comme experts au rapport de l'IGAS et de la Cour des comptes. Donc c'est intéressant de voir ça. Bon. Or, ce que je proposais, comme vous l'avez compris, c'était plutôt une augmentation de la reconnaissance sociale et de qualification des psychologues, et non pas une paramédicalisation. Alors, ça, c'est le combat à l'intérieur du champ. À l'intérieur du champ, avec des psychiatres qui veulent que les psychologues soient des espèces d'infirmiers de pratique avancée, qu'ils pourraient, en quelque sorte, dominer et auxquels ils pourraient prescrire, pourrait-on dire. Alors, à l'époque, ce qui avait été proposé, c'était soigner des dépressions existentielles. Pas des maladies, mais des dépressions existentielles. Donc, on revoit la stupidité du texte aujourd'hui qui dit les troubles légers, quoi, pour aller vite. C'est la même erreur. Mais ce qui va faire échouer à ce moment-là, si vous voulez, le projet, ce n'est pas uniquement la tension avec les professeurs de psychiatrie, parce que d'une certaine manière, je n'avais pas trop de difficultés à montrer, je dirais, que leur ambition ne correspondait pas à leurs moyens, si j'ose dire, ni épistémologiques ni intellectuels, mais c'est l'amendement Accoyer. C'est-à-dire que va arriver dans la foulée l'amendement Accoyer, et du coup, il n'est plus question, d'une certaine façon, de faire reconnaître, si vous voulez, cette formation des praticiens du soin psychique avec un autre élément qui a joué un rôle très important, à savoir que nombre de psychanalystes, et notamment d'universitaires psychanalystes, étaient très réticents de voir rapatrier dans le champ de l'université ce qui constituait, je dirais, la formation ou le compagnonnage des sociétés analytiques. Et là encore, c'est quelque chose qui a joué, alors que, par exemple, moi j'étais souvent invité en Belgique, à Bruxelles, à Louvain, etc., alors que là, il y avait la mise en place d'une formation, on va dire, de psychothérapeutes avec les différentes méthodes, analytiques, dynamiques, systémiques, cognitivo-comportementales. En France, il y a eu vraiment une levée de bouclier du côté des sociétés psychanalytiques, jusqu'à y compris des universitaires qui étaient dans ces sociétés, pour refuser cette proposition. Et là, c'est un point aussi majeur. Oui, donc, si vous voulez, on voit bien à la fois les tensions à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur du champ, on voit bien les tensions autour du champ, c'est-à-dire par exemple la psychiatrie, et puis d'un coup arrive un problème politique. Octobre 2004, c'est ça, et octobre 2004, Accoyer, qui lui a un seul souci. Moi, on l'a rencontré, on a été auditionné par Accoyer, et son souci, c'était protéger, en gros, le public d'une prise sectaire. Et donc, son truc, c'était de dire, il faut au minimum être médecin. Bon, alors après, il comprend un peu, il dit psychologue, etc. Alors on lui dit, oui, mais psychologue, si vous reconnaissez un psychologue, c'est aussi bien un primatologue.
qu'un psychologue social, etc. En quoi est-ce que vous allez protéger le public à ce moment-là? Donc, on retrouve ces mêmes problèmes. 20 ans après, on retrouve les mêmes problèmes, bien sûr, sous des formes réactualisées. C'est pas identique. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, ça a échoué à la fois parce qu'au niveau interne, il n'y a pas eu de consensus. Et ça a échoué, surtout, je dirais, parce qu'au niveau exogène, à ce moment-là, il y a eu un tel chamboulement politique que c'était plus possible de soutenir un tel projet au moment où, justement, on combattait l'amendement accueilli. Et 20 ans après, à défaut de ne pas avoir pu définir notre territoire, il est grignoté par tout le monde et on n'a plus rien. Là. Et ce d'autant plus que, de mon point de vue, c'est pour ça que je me suis permis de citer Foucault, parce que j'ai beaucoup travaillé cette question, comme un certain nombre de disciplines participent à ce que Foucault appelle la technologie des anomalies, ces disciplines-là, elles sont encore aujourd'hui beaucoup plus, si vous voulez, prolétarisées, toutes, que ce soit la psychiatrie, la psychologie ou nombre de pratiques et de disciplines autour justement de ce qui concerne, on va dire, la porosité entre le médical et le champ social et politique. Donc oui, c'est pire. De mon point de vue, c'est pire. Merci beaucoup. Ce sera effectivement à la convergence de se saisir dans un moment peut-être effectivement favorable, historique cette fois, de reprendre le travail que tu avais amorcé, Roland. On va donner la parole à la salle. Il nous reste 2 minutes avant de passer à la seconde table ronde. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? On m'entend? Voilà, Stéphane. Oui, tu m'entends? Oui. Je voudrais juste souligner l'importance de l'histoire, parce que moi, je ne connaissais pas trop quand même l'histoire de la psychologie. Donc, je me suis mis à lire l'histoire de la psychologie française, à partir d'une référence que m'avait donnée Roland, c'est Carrois, Jacqueline Carrois, que je vous conseille de lire. Elle a beaucoup écrit sur l'histoire de la psychologie. Et là, elle a écrit, il est très bien ce petit livre aux éditions, je ne sais plus quoi. Carrois, Histoire de la psychologie française, elle a écrit avec Coraillon, ils sont 3. Je vous conseille de le lire. Et alors là, je vais juste un petit passage. Je l'avais diffusé sur le mail, pas, pour vous montrer l'actualité des débats, les liens avec l'histoire. Tout au long des années 50 et 60. 50 et 60, hein, ça remonte à loin. De multiples rencontres avec des délégués du ministère de la Santé ont lieu. Alors, 50-60, le statut des psychologues, ça, on exerçait avec une année de psycho, hein, il y avait Pierron, la télé, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Si, il y avait quand même Lagache, il y avait Merleau-Ponty au Collège de France. Enfin. De multiples rencontres avec des délégués du ministère de la Santé ont lieu, qui n'aboutissent à aucun accord. Un clivage très net existe chez les psychologues praticiens entre ceux minoritaires qui sont tentés d'accepter les propositions faites par Heuyer, Georges Heuyer, une salle à la SAP, je crois, c'est-à-dire un statut d'auxiliaire médical, de retour, là, impliquant un remboursement de leur acte par la sécurité sociale. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. Impliquant un remboursement, et c'est ça, et ceux qui les refusent, estimant que leur statut doit être supérieur à celui des infirmiers ou des kinésithérapeutes, c'est-à-dire pas être sur prescription médicale, hein, pas des auxiliaires médicaux. C'est le front du refus qui l'emporte, comme actuellement peut-être. Quant aux psychiatres, leur opposition à l'exercice de la psychothérapie par les psychologues demeure très ferme. Ça, c'est l'époque, surtout par les Bovici, Diatkine et compagnie. Les psychanalystes, enfin, refusent unanimement un contrôle sur leur pratique par quelques instances que ce soit. Ceux qui ne sont pas médecins sont cependant plus intéressés que les médecins, qui ne risquent pas de poursuites pour exercice illégal de la médecine par la création d'un statut de psychothérapeute accueilli. On y revient. Il y a un éternel retour du morbide dans l'histoire qui est quand même effrayant. Voilà. Donc, lisez des choses sur l'histoire, parce que moi, ce qui m'a frappé en lisant Carrois, c'est qu'on a l'impression que les tensions, les débats et les facteurs politiques, on a l'impression de nager toujours dans les mêmes choses. Hein.
toujours dans les mêmes choses. Bon, alors évidemment, avec un déplacement historique, voilà, sous des formes réactualisées, et puis dans un contexte qui n'a pas la même puissance quand même, hein, parce que dans les années 50, il n'y avait même pas de smartphone, quoi, il n'y avait pas la même puissance, mais il y a les mêmes tensions, il y a des tensions qui se retrouvent, hein, et des débats qui se retrouvent autour de la psychopatho, autour de la psychophysique, de la psychologie expérimentale, le comportementalisme. Alors après, l'arrivée de la psychologie cognitiviste, qui a été un progrès par rapport au comportementalisme, tu l'as dit, puisque c'est ceux qui ont dit peut-être que ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est intéressant, on ne peut pas rester juste au niveau du comportement. Mais bon, c'est plus basé sur la conscience et les processus cognitifs, mais bon, ça, c'est pas inintéressant non plus. La psychopatho, et voilà, enfin, vous retrouverez les mêmes choses, mais lisez, c'est très, très important parce que il y a une longue histoire, hein. Je te laisse la place. Ah, Alain. Stéphane, est-ce que tu... Simplement, pardon, Alain. Stéphane, tu peux rappeler la référence pour les personnes? L'histoire de la psychologie en France, de Carrois, Jacqueline Carrois. D'accord. Et il y a Ohayon dedans et une personne, mais ça se trouve facilement, hein, si tu regardes sur... D'accord. Alors, je conseille aussi... Oui, je crois. Je conseille aussi Le que sais-je. Il est très simple. Voilà, il est toujours d'actualité. Le que sais-je, la psychologie clinique de Prévost. On passe à la seconde table ronde à l'heure avec Alain Abelhauser et on remercie beaucoup Roland Gori qui va poursuivre en continuité ou en discontinuité peut-être, ça m'étonnerait, la seconde table ronde avec Alain. On te donne la parole, Alain. Merci beaucoup. J'avais une toute petite remarque. Je pense qu'il fait bien transition par rapport à ce qui a été dit auparavant par Roland. Je crois qu'on a tous été un tout petit peu nourris par une question qui est, à mon sens, une question un peu fausse, qui est cette fameuse question de l'unité de la psychologie. Et je pense, moi, que Roland a dit quelque chose qu'il faut garder absolument dans nos têtes pendant toute la journée et puis pendant toutes les années à venir, qui est que cette question de l'unité de la psychologie est certainement une fausse question et qu'il faut beaucoup plus prendre ça par le bout de l'identité de la psychologie. Et ce qu'il a très bien dit, c'est que l'identité de la psychologie, elle est fondée sur son pluralisme. C'est vraiment aussi simple que ça sur un plan. Bien sûr, après, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est ça. Et qu'il ne s'agit pas forcément d'un clivage, il ne s'agit pas forcément d'une division, il s'agit d'un partage, aux deux sens du terme de partage. On est partagé, à chacun, c'est même ce qui fait notre subjectivité, mais partager, c'est aussi l'acte de partager avec d'autres. Et que si tant est qu'il y ait une identité de la psychologie, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des différences telles et qu'on peut se retrouver quand même entre nous, c'est que justement cette identité de la psycho est fondée sur ce partage, sur ce pluralisme et ce partage. Alors par ailleurs, ce qui me paraît très important aussi, c'est que cette matinée consacrée un peu à l'histoire, c'est que bien sûr, l'histoire ne se répète pas selon un cycle immuable. Ça, c'est une erreur de considérer ça. Mais qu'en revanche, on voit bien qu'il y a des points d'achoppement, qu'il y a un certain nombre d'impasses, et que c'est comme si, justement, il y avait une fixation sur ces points d'achoppement, et que eux revenaient sans cesse sur le devant de la scène, parce que, bien sûr, il y avait des questions qui ne pouvaient pas se régler comme ça, et donc qui faisaient retour d'une manière... peut-être pas incessante, mais avec des cycles. Enfin, je crois que tu en serais d'accord. Juste encore deux petits points, puis après je démarre ma propre intervention. Roland a parlé un petit peu de cette association, le séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse, je l'ai dit sans hésitation. Qui regroupe, j'en dirai un mot, mais vraiment un seul mot, qui regroupe, c'était la première association de ce type en France, qui regroupe des psychanalystes de toutes les obédiences et de toutes les orientations. Et croyez-moi, pour tous ceux qui sont très étrangers au champ de la psychanalyse, il y a autant de différences et de divergences entre les psychanalystes qu'il peut y en avoir entre les psychologues.
Eh bien, nous avons réussi à mettre en place une association qui regroupe des gens d'orientation et d'obédience extrêmement différentes, avec quelque chose qui a presque fait slogan à un moment, et qu'on peut tout à fait reprendre à notre compte ici, qui est que ce sont nos différences qui nous rassemblent, qui nous réunissent. Je crois que c'est vraiment important. C'est pas seulement un slogan, c'est pas seulement un mot d'ordre, c'est aussi quelque chose qui peut faire guide par rapport à ce qu'on est en train de faire. Nos différences nous rassemblent. L'autre petit point, mais ça c'est juste pour me faire plaisir à moi-même, Roland parlait des officiers de santé. Je vous conseille à tous aussi, non seulement de lire Jacqueline Carrois, mais de relire Flaubert, Madame Bovary. Vous avez cet extraordinaire personnage qui est le mari Charles, hein, le mari de Madame Bovary, qui est officier de santé. Et c'est vrai que ça pose une question. Voulez-vous devenir Charles Bovary, chacun? Je pense que la réponse s'impose. Bon. Moi, ce que je voulais dire, et puis après, Albert Chicone, qui, pour le pauvre qui est bloqué en Italie, et qui, j'espère qu'il a la liaison par Zoom. Nous avons pas mal de problèmes techniques. Albert est là. Pardon? Albert est là, tout va bien. Parfait. Vous allez, d'ailleurs, je le dis tout de suite, comprendre aussi, moi j'ai des problèmes techniques depuis un mois en cascade, et l'écran de mon ordinateur a rendu l'âme hier soir, enfin hier dans la journée. J'ai réussi à transférer sur un vieil ordinateur ce que je voulais dire, mais j'ai fait trois diapos pour fixer les idées tout à l'heure, mais je n'ai pas pu les envoyer à temps. Donc, ça sera vraiment extraordinairement artisanal. Je tournerai mon ordinateur et on fixera la caméra sur l'écran de l'ordinateur. Bon, l'étape suivante, c'est un paperboard et j'écris au tableau. Hein. Alors, ce que je voulais dire pour démarrer cette intervention, c'est que donc on va présenter un petit peu un certain nombre de questions de questions qui ont trait au monde de l'université. C'est pas pour le plaisir, c'est pas pour faire chic. C'est que je crois que Roland l'a déjà dit et j'insiste un peu, hein, que quand on veut comprendre comment fonctionne une profession, comment évolue une profession et comment on peut infléchir évidemment la manière dont évolue cette profession, ben, évidemment, il faut prendre en compte les formations qui y donnent accès. C'est aussi bête là aussi que ça. Que par ailleurs, ça c'est un peu plus stratégique ce que je vais dire. Je vais essayer d'expliquer combien le monde de l'université est pyramidal. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse extraordinaire. On modifie quelques éléments au sommet de la pyramide, il y a des effets très rapides descendants sur l'ensemble de cette pyramide. Et lorsque toute la pyramide universitaire s'est modifiée, ça veut dire que les praticiens qui vont être formés s'inscriront dans la logique, dans les valeurs nouvelles qu'elle va véhiculer. En une ou deux dizaines d'années, eh bien, je crois que tout le profil d'une profession peut s'en trouver modifié. Ce que je suis en train de dire, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est pas une spéculation. Sur un plan local, on a de nombreux exemples pour voir que vraiment, il suffit de 10 à 15 ans pour modifier vraiment un profil complet dans toute une région. Alors évidemment, heureusement, peut-être d'un certain point de vue, c'est encore en partie régional, cette fois-ci au sens géographique. Mais on voit bien que ça l'est de moins en moins et que les mouvements dont on va parler sont nationaux. Donc, une troisième raison peut-être pour parler un peu de ce monde universitaire, c'est tout simplement, Roland aussi en a
parlé déjà un petit peu, que les universitaires ont encore, et ça ne va pas durer très très longtemps à mon avis, un tout petit peu de crédit, un tout petit peu de crédit de pouvoir qu'on leur reconnaît, et que de ce point de vue-là, lorsque on est pris dans des négociations avec les pouvoirs publics, avec tout ce qu'on veut, eh bien, jouer sur nos statuts d'universitaires ont une petite incidence. Hein, on peut jouer encore un tout petit peu sur son crédit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que être professeur des universités, j'espère que vous êtes impressionnés, ça a un intérêt. C'est que quand on essaye de joindre quelqu'un dans un ministère, on passe un tout petit peu moins de temps au téléphone avec le secrétariat. Ça sert à ça, essentiellement, pour l'instant. Et le temps que ça sert, il faut effectivement l'utiliser, parce que ça servira plus très longtemps. Je suis un peu cynique. Je ne sais pas si tu m'en veux, Roland, de dire ça, si tu m'en veux de dire ça, mais bon, voilà. Alors, l'université, qu'est-ce que c'est? Pour moi, et c'est la même chose que Roland, ce qu'a dit Roland, c'est-à-dire que je veux donner quelques éléments qui vont permettre d'éclairer les choses ensuite. Pour moi, c'est d'abord un monde avec des prétentions de démocratie autogestionnaire, ou de démocratie autogérée, je ne sais pas comment vous voulez qu'on dise. C'est-à-dire que là, il y a une idéologie, des traditions, etc. Et ça veut dire que tout est beaucoup plus compliqué dans le fonctionnement de l'université, parce que, effectivement, il y a beaucoup de concertations, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de choses, et il y a souvent des temps de latence importants, premièrement. C'est aussi, alors là, on va voir à quel point il y a des contradictions, un monde, moi, que je qualifie de médiéval, c'est-à-dire avec vraiment des systèmes de suzeraineté. Il y a des princes, des ducs, des marquis, etc. Hein, chacun avec des petits territoires, ça s'emboîte, et c'est un monde extrêmement hiérarchisé, même si ça ne se voit pas trop, avec effectivement tout ce qui en découle. Et ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un monde où il y a des flottements importants qui sont dus à cette forme de dualité, justement, entre cet idéal de démocratie autogérée et puis ce fonctionnement dans la réalité je dis, de suzeraineté, de ce côté médiéval. C'est un monde qui est, disons-le aussi très clairement, pauvre. Pauvre au sens premier du terme, c'est-à-dire que les crédits, les moyens dont on dispose sont extrêmement réduits. Ça, je crois qu'il faut qu'on s'en rende bien compte, hein, qu'on l'ait bien en tête. Excusez-moi. Voilà. Et qui, en même temps, est soumis à de très fortes exigences. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, on sait que les étudiants, je n'ai plus les chiffres, je ne les ai pas pris, un étudiant coûte beaucoup moins cher que même qu'un lycéen, et ne comparons pas avec un étudiant, avec un élève de grande école, où je crois que les coûts ça va de 1 à 3, ou voire même dans certains cas de 1 à 4. Donc c'est un monde qui s'appauvrit de plus en plus, et qui simultanément est soumis à des exigences de plus en plus grandes. C'est un monde, alors ça c'est important aussi, qui est en contradiction permanente, je considère. Par exemple, eh bien, vous savez qu'actuellement, il y a toutes sortes de lois qui passent sur l'autonomie et, par exemple, la liberté des universités, alors même que chacune des universités continue à être sous contrat. Il y a toute une série d'obligations, il y a des tutelles ministérielles importantes, et, par exemple, on fait des contrats quinquennaux avec le ministère de tutelle, mais rien que ça montre bien ce qu'il en est, c'est-à-dire que le contrat, c'est que le ministère impose un certain nombre de choses et l'université a le choix de refuser, mais à ce moment-là, on lui coupe les crédits. Ce qui veut dire que vous comprenez bien ce qu'il en est du contrat.
Un véritable contrat, il y a deux partenaires qui contractualisent. Là, le contrat, c'est on vous impose quelque chose, sinon on vous coupe les crédits, et puis vous exécutez. Cela étant, les universités sont réputées devenir de plus en plus autonomes et indépendantes. Bon, vous avez compris. Par exemple, autre contradiction, le nombre d'étudiants grandit de plus en plus, ça vous le savez, il y en a de plus en plus, il s'agit de former le plus grand nombre, et en même temps, il s'agit également de former des spécialistes de haut niveau. Là aussi, on s'en rend bien compte, je pourrais le développer si vous voulez, qu'il y a des contradictions importantes. Il s'agit d'être, à certains moments, l'université beaucoup tiraillée actuellement par rapport à ça, et ça a une incidence directe par rapport à nos questions d'aujourd'hui, et tiraillée en permanence entre être une école de l'esprit, on pourrait dire ça comme ça, et d'un autre côté, un institut de formation. Alors bien sûr, il n'y a pas de contradiction sur le fond, dans ses objectifs, dans la réalité, dans la mise en pratique, il y a des contradictions majeures. Et je dirais qu'enfin, c'est un monde très passéiste sur plein de plans, qui a du mal avec la modernité et qui a encore plus de mal avec les efforts qui sont déployés pour le faire entrer, ce monde, dans la modernité. C'est-à-dire que la manière dont on cherche à faire rentrer l'université justement dans les contraintes de cette modernité ne correspond pas à ses usages, à ses pratiques, à son fonctionnement, etc. Et donc, ça ne fait qu'accroître encore son écartèlement. Je dis, pour résumer, je crois, c'est un monde, je disais, aux prétentions de démocratie, un monde médiéval, un monde qui s'appauvrit de plus en plus, un monde qui est en contradiction permanente et un monde qui a du mal à quitter son passé et surtout pour entrer dans un avenir qui ne lui correspond pas bien, pour le dire ainsi. Un avenir, je rajoute encore ceci, qui est quand même très peint aux couleurs du libéralisme. Je prends juste ce petit exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les PPP. Il va contacter un entrepreneur qui va construire une route et lui donne la concession de la gestion de cette autoroute, c'est-à-dire qu'il va gagner une concession. Et donc, par exemple, on a essayé, et on continue à faire la même chose avec les universités. Pour que vous voyez bien à quel point ça devient difficile d'associer cette logique entrepreneuriale et puis la manière dont fonctionnent les universités. C'est juste pour prendre cet exemple d'essayer de faire rentrer de force un certain monde dans un univers qui ne lui correspond pas bien. Venons-en à ce qui nous intéresse peut-être davantage aujourd'hui. Il est toute la question des formations des psychologues. Je rappelle, peut-être que Patrick Ange pourra préciser mes chiffres, qu'on considère que la France forme, alors ça dépend des moments, on a pu dire à un moment que c'était un tiers, maintenant je crois que c'est plutôt un quart, mais c'est quand même extrêmement important. La France forme entre un quart et un tiers des psychologues de toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de psychologues qui sont formés en France. Et la proportion n'est pas du tout la même que celle des autres pays européens. Le nombre de psychologues en France, évidemment ça change tout le temps, il faut quand même voir qu'il est d'à peu près 80 000. Là, il y a des statistiques très différentes selon les sources que l'on peut avoir. Je crois que c'est ce qui est peut-être le plus fiable. Il y a, alors là aussi ça change beaucoup chaque année, je crois qu'il y a plus de 70 000 étudiants en psychologie en France. Rendez-vous bien compte de ce à quoi on a affaire. Et qu'il y a environ, là aussi les statistiques sont très difficiles à préciser, mais ça donne un ordre d'idée, il y a environ 4 000 psychologues mis sur le marché chaque année. D'accord ?
d'après ce que je crois, 80 000 psychologues en France, là, toutes spécialités confondues, plus de 70 000 étudiants et environ 4 000 diplômés chaque année. Il y a évidemment, Roland le disait, une différence à faire entre le diplôme, enfin les diplômes et le titre de psychologue. C'est une spécificité des professions de psychologue qu'on partage avec, je sais plus, les experts géomètres. Il y a comme ça un certain nombre de professions pour lesquelles il y a cette distinction. Je vous rappelle aussi, tout le monde ne sait pas forcément, que actuellement, le titre de psychologue, pour avoir le titre de psychologue, il faut disposer de la licence de psychologie, du master de psychologie, et à ce master doit être associé au moins 500 heures de stage. Ce sont les 3 critères qui permettent de pouvoir prétendre au titre de psychologue. Pour rappel aussi, je vous rappelle que depuis, alors c'est compliqué, c'était en 2008, 2010, 2012, hein, selon le texte de loi, les décrets d'application et puis ensuite les arrêtés qui ont permis ce fonctionnement, il y a non pas un titre de psychothérapeute, parce que le législateur a été en délicatesse avec ça, et a tourné la difficulté en considérant qu'il n'y avait peut-être pas forcément de titre de psychothérapeute, mais qu'il y avait un usage de ce titre. Ce qui est une manière de contourner les choses. Donc, il y a un usage du titre de psychothérapeute. Et je vous rappelle que donc pour user de ce titre, un titre qui n'existe pas véritablement, eh bien pour user de ce titre, il faut être soit médecin, soit psychologue, soit psychanalyste, 3 possibilités. Je laisse de côté la clause du grand-père. Et qu'il faut justifier d'une formation complémentaire pour laquelle nous nous sommes beaucoup battus. Roland était vraiment en première ligne. Une formation complémentaire, théorique et pratique. Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 500 heures de stage et 500 heures de formation. Et cette formation complémentaire, les seuls qui en sont dispensés, ce sont les psychiatres, et après 2 années de bataille, on a réussi à obtenir que ce soit, alors, c'est pas tout à fait les gens qui ont fait un master de psychopathologie clinique, c'est les gens, parce que ça défrisait vraiment trop les décideurs de mettre ça dans les textes, ce sont les gens qui ont fait des stages d'au moins 500 heures dans les institutions de santé mentale qui permettent de faire les masters de psychopathologie clinique. Donc ce sont les seuls psychiatres et en gros psychopatho cliniques qui n'ont pas besoin d'une formation complémentaire pour user de ce titre de psychothérapeute. Et je rappelle bien sûr que ce qu'on avait dit aux législateurs et aux ministres, c'était Xavier Bertrand à l'époque, que dès que ces dispositifs légaux seraient en place, puisque Accoyer cherchait effectivement à protéger les usagers, comme on dit, et puis d'autre part à éviter le péril secteur. On lui dit qu'évidemment ces textes de loi ne permettraient absolument pas d'obtenir d'atteindre ces buts, puisque très vite, eh bien, des praticiens n'ayant pas les diplômes, les titres, etc., trouveraient d'autres moyens. Et quelques jours avant que l'arrêté ne soit en place, eh bien, on a vu apparaître les psychopraticiens, c'est-à-dire qu'ils s'est réalisé ce qu'on avait prévu. Alors, autres informations que je veux donner pour ouvrir toute la discussion. Bien sûr, avant, je ne sais plus si c'est 68 ou 69, ce qu'on a dit, c'est qu'on pouvait être psychologue avec la licence. C'était la licence qui ouvrait à la profession. Avant, alors là, je n'ai pas les dates très exactes, mais je crois que
c'est dans les années qui ont succédé 1980. Hein, mais jusqu'à 80, 81, 82, la maîtrise était suffisante. Moi, par exemple, j'ai pas de DESS parce que j'ai passé 2 certificats de maîtrise en pathoclinique et le DSS s'est créé l'année où je suis sorti. J'ai pas de DSS et j'ai jamais demandé l'équivalence. Donc, je suis un imposteur, j'en fais la confidence maintenant. Donc, jusqu'en 68, jusqu'à la fin des années 60, licence, jusqu'au début des années 80, maîtrise. Ouais, je rappelle ce que c'est qu'une licence, ce que c'est qu'une maîtrise. Les mots ont de la valeur sur ce plan. Maintenant, donc, c'est le DESS et puis c'est devenu le master. Et toute la question, c'est quels sont les diplômes qui vont donner l'accès au titre bientôt. Ça, Albert va en parler tout à l'heure. Les études. Je vous... Ah oui, tiens, je fais une diapo à vous montrer, mais tant pis. Les études. Là aussi, petit point important. Auparavant, les études, d'une manière générale en France, étaient décomposées en un premier cycle. C'était auparavant le dual ou le DUAS, littéraire ou scientifique, c'est devenu le DUG, c'est-à-dire une formation générale, premier cycle, un deuxième cycle, excusez-moi, licence et maîtrise, et un troisième cycle, le doctorat. Et il y a une quinzaine d'années à peu près, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, les normes européennes ont prévalu, et donc on est passé à une organisation qu'on appelle LMD, ou 358, c'est-à-dire un premier cycle qui fait 3 ans, c'est le cycle de licence, d'une manière générale, un deuxième cycle qui est le cycle du master, qui fait 2 ans, et le troisième cycle, qui est toujours le doctorat. Ça a une conséquence, Albert insistera un peu là-dessus, c'est qu'auparavant, le diplôme qui permettait l'accès au titre de psychologue, c'était le DESS, c'est-à-dire la première année de troisième cycle. Maintenant, l'équivalent, c'est la fin du deuxième cycle. Nous sommes passés d'un début de troisième cycle à une fin de second cycle. Ça a des incidences, et des incidences qui sont d'autant plus grandes. Il ne s'agit pas du tout d'être polémique dans ce que je vais dire, mais des incidences d'autant plus grandes que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la masterisation, ces termes épouvantables, cette novlangue dont on raffole, la masterisation de toutes les professions paramédicales, c'est-à-dire des masters pour les études de kiné, d'infirmière, d'éducateur. Il n'y en a pas encore en France, à ma connaissance, mais il y en a en Suisse. Donc, là aussi, c'est un sacré problème auquel il faut qu'on s'attaque un peu, parce que, évidemment, ils sont tous liés. Il faut bien savoir se déterminer et prendre position par rapport à ce qui nous attend. Je continue un peu à marche forcée. Les intitulés des diplômes de master. Ça a été une grande question qui s'est posée il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si on peut zoomer un peu sur l'écran. Auparavant, il faut comprendre qu'il y avait 3 niveaux dans un diplôme. Le niveau mention, là j'ai pris l'exemple pour, disons, le champ de la psycho. La mention, c'était sciences humaines et sociales. Le niveau de la spécialité, bon, là c'était psychologie,
et les parcours, donc toutes sortes de parcours. Il y a une quinzaine d'années, voilà, c'est une quinzaine d'années, le niveau de la spécialité a été supprimé. Vous vous rendez bien compte, je prends l'exemple des langues, c'est le plus parlant. On pouvait avoir une mention en langue étrangère et régionale. La spécialité, c'était anglais. Et le parcours, c'était littérature, enfin, culture, etc. On supprime la spécialité. J'ai toujours un master de langue étrangère, mais on ne sait pas si je parle l'anglais ou le bantou ou le bororo ou ce que vous voulez. Donc, c'est poser la question de savoir quel intitulé on prenait pour les mentions. Et toute la question, ça a été pour la psycho. Si vous voulez, par exemple, les juristes, il faut bien comprendre ça, les juristes qui ne sont pas stupides, on dit, bon, d'accord, dans ce cas-là, eh bien, on va décliner toutes les spécialités de droit. Parce que, ben oui, dans l'exercice d'un métier, c'est absolument nécessaire. Et alors, pour la psycho, on s'est arraché les cheveux et on s'est empoigné comme des fous, parce que certains disaient l'unité de la psycho, l'unité de la psycho, l'unité de la psycho, et puis d'autres disaient arrêtez de plaisanter, arrêtez de rêver, il faut être efficace là et permettre de comprendre à quoi on peut être utile, à quoi on peut servir et ce qu'on sait faire. Donc, après moult discussions, on en est arrivé à ceci, à définir 4 mentions. C'est-à-dire que maintenant, il y a 4 plus 1. 4 mentions de master. Je vous les ai remises. La plupart d'entre vous connaissent ça, mais je crois qu'il est quand même important de le préciser. Une mention psychosociale, une mention, disons, c'est une mention c'est un peu un fourre-tout, hein, c'est un peu psycho du développement, éducation, formation, etc. Et 2 mentions, parce qu'on s'est vraiment beaucoup disputé, 2 mentions qui relèvent plus ou moins de la psychopathologie. La psychopathologie d'orientation psychanalytique, qui a une mention spécifique, et la psychopathologie qui touche à la psycho de la santé, qui est plutôt ce qu'on pourrait appeler un peu de la psychopathologie cognitive. J'ai dit 4 mentions plus 1, c'est-à-dire qu'il y a une mention générique, psychologie, et on a insisté pour garder cette mention, disons plutôt pour les universités qui ne sont pas suffisamment développées pour pouvoir présenter les différentes mentions. Donc il y a une mention un peu fourre-tout, et les distinctions se font au niveau des parcours. Bien sûr, hein, la question à partir de là, c'est que ces intitulés, le problème c'est pas l'intitulé, hein, le problème c'est tout ce que ça recouvre et tous les enjeux que ça suppose. Ces intitulés actuellement recommencent à être discutés et ça participe aussi de tout ce qu'on est en train d'aborder. Ça, vous êtes peut-être pas trop au courant. Je ne sais pas si Patrick Ange va l'aborder. Hein, il y aura certainement là à la fois des informations et un grand débat à avoir. Si la question de ces intitulés est remise en chantier, ça veut dire qu'il y aura aussi une réorganisation générale prévue de l'ensemble de la profession, avec toutes les conséquences, les menaces, etc. que ça peut avoir. Et c'est vraiment déterminant, cette histoire. Pour ne pas être trop long, je termine juste en disant que, bien sûr, là, je me suis contenté de donner quelques points d'information. Il me paraît déterminant que chacun les ait en tête, parce que ce sont des éléments qui vont revenir tout le temps dans toutes les discussions, tous les débats et toutes les décisions
que nous avons à avoir et à prendre ensuite. Il me paraissait important de présenter ces éléments pour faire saillir la logique qui est sous-jacente aux évolutions dont a déjà beaucoup parlé Roland, hein, et que nous nous assurions bien que nous parlons tous des mêmes choses. Souvent pas tout à fait le cas, je crois. Il me paraît aussi important que donc, non seulement on saisisse la logique qui est sous-jacente à ce qu'on a présenté, qu'on s'assure qu'on parle bien, qu'on ait bien les mêmes références, qu'on ait bien les mêmes points sur lesquels nous appuyer, mais qu'à partir de là, je crois, on soit capable d'anticiper un tout petit peu sur à la fois ce qui est en train de se passer et ce qui est à venir dans un avenir proche. Je dirais juste ça en termes de stratégie, que assez souvent, on joue aux échecs avec, dans le meilleur des cas, un coup d'avance. C'est-à-dire, on prévoit un coup à l'avance. N'importe qui a une petite pratique des échecs, c'est que c'est la meilleure manière de perdre un coup sûr. Il faut qu'on arrive à anticiper un peu plus qu'un coup à l'avance. Et c'est ce que je vous propose. C'est un des enjeux pour moi de tous les débats qu'on a là à tenir, c'est que sur le plan de la stratégie, on soit capable d'anticiper, qu'on comprenne bien à quelle logique nous nous affrontons et qu'on soit capable d'anticiper sur ce qui va se passer. Merci. Merci beaucoup Alain. On va enchaîner tout de suite en donnant la parole à Albert Chicone, qui est donc présent via la salle Zoom, et peut-être qu'on aura un peu de temps pour donner la parole à la salle, on verra ça. À toi Albert. Et un peu à Roland. Merci Frédéric. Est-ce que ça fonctionne, là, vous m'entendez? Très bien. C'est OK? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis désolé, voilà, j'avais bien prévu d'être présent physiquement avec vous. Malheureusement, un certain nombre d'événements en ont décidé autrement. Mais bon, en même temps, il y a toujours un bien pour un mal, parce que ça me permet de rester en Italie, et finalement, ce n'est pas une si mauvaise chose. Je vais prolonger ce que Alain, ce dont il nous a parlé. Alors, il a très bien décrit l'univers de l'université, cet univers féodal, médiéval, disait-il, un univers pauvre aussi, et puis il a très bien, voilà, ce sur quoi il a terminé est extrêmement important, hein, toutes les modifications à l'université impactent la profession, et c'est extrêmement important, comme il l'a dit, de pouvoir anticiper. Alors, je vais très rapidement développer trois idées. La première, qui consiste à dire que l'université n'est pas formatée pour la formation professionnalisante. Ça, c'est un point important. J'ai entendu Alain une fois définir le fonctionnement de l'université comme il parlait de formation de masse à bas prix. C'est un peu ce qui se passe dans l'université. Par ailleurs, la formation n'est pas valorisée. Elle n'est pas valorisante pour les universitaires, elle est disqualifiée. Ce qui est noble à l'université, ce n'est pas la formation des professionnels, ce qui est noble, c'est la recherche avec un grand R AIR, un R majuscule. C'est ça qui est important. Il faut savoir qu'un universitaire qui consacre sa vie, sa carrière à la formation, n'a aucun moyen d'évoluer dans sa carrière. Seule la recherche compte. Et c'est la recherche qui est survalorisée, et pas n'importe quelle recherche, bien sûr, celle qui correspond au canon dominant, celle qui s'écrit en anglais, même si personne ne lit. Si on écrit un livre vendu à des milliers d'exemplaires, réédité plusieurs fois et qui est utile aux praticiens, cela n'a aucune valeur du point de vue de la carrière universitaire. Par contre, si on écrit un article en anglais de 4 pages dans une revue américaine que personne ne lit, alors là, on est bien coté, on mérite des financements, on est exceptionnel. Et du coup, les recherches en psychologie, en général, toutes spécificités confondues, ne résistent pas aux pressions pour s'aligner derrière les modèles dominants de la recherche et de la science.
Elles sont ainsi séduites, notamment par les méthodes expérimentales, les méthodes quantitatives. Elles cherchent à se parer des stigmates de la scientificité, mais elles ne font en fait que singer la science. Je rappelle souvent que la psychologie est une science humaine, et qu'elle ne doit pas chercher à imiter des sciences devant lesquelles elle ne sera jamais à la hauteur. La psychologie ne sera jamais l'astrophysique, ni la science des particules. Elle doit garder, elle doit cultiver ce qu'elle a d'humain, ce qu'elle a d'humblement humain. C'est ce qui fait sa richesse. La valeur heuristique de la psychologie est indéniable, elle n'est plus à démontrer depuis longtemps. Et la préservation de l'humanité de la psychologie vaut évidemment aussi pour le travail de soins psychiques, pas seulement pour la recherche. La santé mentale n'est pas qu'une affaire de médecine, n'est pas qu'une affaire de chimie, elle est aussi une affaire d'humanité. Et les sciences humaines ont toute leur place et leur part dans la prise en compte de la souffrance psychique. Il est bien sûr essentiel de défendre ce point contre le pouvoir médical, contre les pouvoirs publics qui, comme vous le savez, n'ont de cesse de vouloir soumettre et inféoder les psychologues en tentant régulièrement de les paramédicaliser. Je raconte souvent une anecdote aux étudiants lors de la remise solennelle des diplômes à la fin de leur formation. L'anecdote est la suivante, je reçois une patiente qu'on va considérer comme psychotique depuis très longtemps, à un rythme de 2 séances par semaine, depuis de nombreuses années. Et puis un jour, elle arrive à mon cabinet, ça faisait 5 ans qu'elle venait me voir. Quand je l'avais reçue, elle était venue avec une lettre de le psychiatre de la clinique dans laquelle elle était hospitalisée. Elle était hospitalisée 6 mois par an. Et dans la lettre de ce médecin, il y avait 4 pages de traitement médicamenteux. C'est tout ce qu'il y avait, rien sur son histoire, rien sur sa vie, rien sur elle, juste le traitement en chimiothérapie. Et au bout de 5 ans, à ce rythme, un jour, elle arrive complètement paniquée. Elle me dit « Oh là là, mon mari ne veut plus payer les séances, ne veut plus payer la psychothérapie, c'est terrible. » Elle était affolée. « Il faut que vous lui parliez, il faut absolument que vous lui téléphoniez, que vous lui parliez. » Je lui dis « D'accord, je vais lui parler. » J'appelle le mari, il me dit « Oui, j'en ai marre, elle est toujours aussi folle, elle est complètement folle, c'est pas possible. » Et là, je lui dis « Vous avez raison, elle est toujours aussi folle. » Ce qui le calme. Et puis, je lui dis « Est-ce que vous pouvez me dire, depuis 5 ans, combien de fois elle était hospitalisée ?» Il réfléchit, puis il me répond « Jamais », alors qu'elle passait la moitié de sa vie à l'hôpital. Je lui dis « Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous savez quel traitement elle prend actuellement ?» Il me dit « Son médecin dit que le traitement qu'elle prend, c'est du pipi de chat, alors que ce qu'elle prenait auparavant, ça aurait tué un éléphant. » Je n'ai pas voulu philosopher avec lui, mais j'aurais pu évidemment lui demander quel modèle de société il préfère. Est-ce qu'il préfère une société où la folie est contenue par des molécules chimiques et des murs d'asile, voire maintenant des chocs électriques qui font leur retour barbare sous le terme savant d'électroconvulsivothérapie, ou bien s'il préfère une société dans laquelle la folie est contenue par la relation humaine, sans parler de l'aspect économique, bien sûr, et du gain financier majeur que ça représente pour la collectivité. Donc la santé mentale est aussi une affaire d'humanité, une affaire de sciences humaines, et la psychologie doit rester une science humaine, elle doit conserver son humanité, et les universités doivent veiller non seulement à maintenir, à garantir la pluralité des approches, mais les universités doivent veiller à maintenir, à garantir l'humanité de la psychologie. Albert, oui. Je note que tu n'as pas demandé au mari s'il ne préférait pas la période où elle était hospitalisée 1 mois sur 2. Oui, je pense qu'il préférait largement la période où elle était hospitalisée la moitié de sa vie. Un autre problème qu'a évoqué Alain, je vais poursuivre un peu cette réflexion, c'est la pression que l'on subit à l'université pour accueillir des masses d'étudiants avec peu de moyens, ce qui conduit à une baisse considérable d'abord du niveau de formation des étudiants, de la qualité des formations. On a eu tout le problème du passage du DESS au master en 2005. On est passé du système licence maîtrise DESS au système LMD, ce qui a eu comme conséquence on a eu affaire à des pressions pour
comment dire, l'unité du master. Il fallait plus séparer le master 1 du master 2, le master 1 qui était l'ancienne maîtrise et le master 2 qui était le niveau DESS. Beaucoup d'universités ont résisté. On a pu maintenir la sélection à l'entrée du master 2, mais toutes ont dû renoncer. Au bout d'un certain temps, la sélection a été déplacée. Elle s'est opérée après la licence et non plus après la première année de master. Du coup, cette sélection n'a plus du tout le même sens, n'a plus du tout la même pertinence. Ce n'est pas du tout pareil de sélectionner des étudiants de 20 ans qui n'ont aucune pratique que des étudiants qui avaient fait une année de maîtrise, qui avaient fait des stages, qui avaient souvent pris plusieurs années pour obtenir leur maîtrise, qui avaient une expérience. La sélection est devenue totalement inadéquate. Mais surtout, le master a été fermé. On a assisté à une fermeture du master au plus grand nombre. Et la mission de l'université, qui est de distribuer du savoir au plus grand nombre, eh bien, elle s'arrête dorénavant à la licence. L'université ferme ses portes. La 4e année est fermée, la porte de la 4e année est fermée, et l'obligation de poursuite des études en master, assurée par l'État, est évidemment une vaste fumisterie. En même temps, on a subi une forte pression pour accepter néanmoins une masse d'étudiants en master 1 et donc en master 2, puisqu'on n'a plus le droit de les sélectionner. On a subi cette pression de l'extérieur, parce qu'il fallait bien sûr montrer l'attractivité des formations, mais surtout, on a subi des pressions de l'intérieur, de la part des universitaires eux-mêmes, qui tiennent à leur poste, et c'est bien normal. S'il y a moins d'étudiants, ça veut dire qu'il y a moins de postes. Les postes sont redistribués ailleurs, les postes sont perdus. Donc, il fallait quand même accueillir beaucoup d'étudiants en Master 1 et du coup, beaucoup d'étudiants en Master 2. Et cela a eu pour effet une baisse considérable du niveau de la formation, une pénurie de stages. Il y a même des parcours qui acceptaient des étudiants et de diplômer des étudiants sans qu'ils aient pu faire de stage. Enfin, c'était quand même complètement absurde. Et cela a eu pour effet aussi une baisse considérable de la collaboration avec les praticiens. Pour les universités qui ont ce souci-là, parce que ce n'est pas non plus général. S'il y a moins d'étudiants, eh bien, les premiers dont on se sépare à l'université, ce sont les praticiens, les vacataires. C'est évidemment eux dont on se sépare. Et en même temps, l'autre effet a été une mise sur le marché d'un nombre de psychologues considérable qui, dans certaines universités, a plus que doublé. À Lyon, par exemple, on formait 80 psychologues cliniciens par an. On en est maintenant à plus de 200. Plus de 200, on a plus que doublé. Et là, je ne parle que de la psychologie clinique. Cette augmentation incessante du nombre de psychologues mis sur le marché de l'emploi, qui est déjà saturé, eh bien, participe évidemment à la précarisation de la profession. Il faut savoir que dans certains endroits, ce n'est pas pareil sur tout le territoire, mais dans ma région, par exemple, si un chef de service met une annonce pour recruter un psychologue, il reçoit 200 à 300 candidatures. Si le même chef de service met une annonce pour recruter un éducateur, s'il a 3 candidatures, il est content. Alain disait tout à l'heure qu'un quart ou un tiers des psychologues en Europe sont formés en France, mais c'est un problème. C'est un problème. 4000 psychologues par an, c'est vraiment un problème. Ça précarise la profession. En Angleterre, c'est 900 psychologues par an. En Allemagne, c'est 1000 psychologues par an. On n'a pas besoin de 4 fois plus de psychologues en France qu'en Allemagne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, dernier point, tout cela me semble justifier pour moi en tout cas, la nécessité urgente de revaloriser la formation. Et voilà, c'est un point que je défends et on est nombreux à défendre, de la porter à un niveau doctoral. Il faut absolument dissocier la formation à la psychologie de la formation de psychologue. La psychologie est utile à tous. Tout le monde a besoin d'une formation à la psychologie. Tous les professionnels du soin, les professionnels de l'accompagnement, de l'éducation et tout un chacun, tout citoyen. La psychologie est utile à tout le monde. La formation à la psychologie est très attractive. Alain a rappelé le nombre d'étudiants considérable qu'il y a en France. Elle est très attractive parce que la psychologie a une fonction sociale. Et d'ailleurs, au même moment où la psychologie est disqualifiée, au même moment où elle est méprisée par les pouvoirs publics, eh bien, il y a une série télévisée que vous connaissez tous, En thérapie, qui fait des scores d'audience absolument impressionnants. Le besoin de psychologie, le besoin de parole ne s'éteindra pas malgré la forte volonté des pouvoirs publics et du pouvoir médical d'assujettir cette profession, de l'instrumentaliser, de la faire taire. Si tout le monde a besoin de la psychologie, être psychologue, c'est autre chose.
La formation à la psychologie, c'est bien du ressort de l'université, ça fait partie de la mission noble de l'université. Par contre, la formation de psychologue, c'est autre chose. Et il n'est pas sûr qu'elle puisse ou qu'elle doive continuer d'être dispensée à l'université. Plus j'avance et plus je me dis que c'est peut-être pas l'université, peut-être que c'est la profession qui doit s'organiser pour former les psychologues, si elle en est capable, si elle en a le souhait. En tout cas, si elle doit se poursuivre à l'université, il faut que l'université s'en donne les moyens. Et cette double exigence, la revalorisation de la profession et la revalorisation de la formation à l'université, plaide pour un titre de psychologue à un niveau doctorat et non plus à un niveau master. Il est urgent, me semble-t-il, de dissocier le titre de psychologue, qu'il soit unique ou pas unique, peu importe, du master, de le porter à un niveau doctorat. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que les masters sont dévalués. De très nombreuses professions dans le secteur médico-social comme dans l'éducation vont relever ou relèvent déjà d'un niveau master. Il n'y a pas de raison que toutes les professions avancent dans leur niveau de qualification et que nous, on reste bloqué à un niveau master, d'autant plus qu'on a été rétrogradé. Le DESS était un diplôme de 3e cycle. En passant du DESS au master, on a été rétrogradé, on est tombé à un 2e cycle, alors que le niveau DESS était le 3e cycle. Il est donc légitime de ramener le titre de psychologue à un niveau 3e cycle, à un niveau de doctorat. Je rappelle aussi que dans un certain nombre de pays, les psychologues ont déjà un niveau doctorat. Il en est ainsi aux USA, au Canada, en Angleterre. En Suisse, en Italie, par exemple, on ne peut quasiment rien faire avec un master de psychologie. On peut juste faire passer des tests à visée diagnostique. Pour avoir une autorisation de pratique indépendante comme psychologue, psychothérapeute, par exemple, il faut justifier d'une formation d'au moins 4 années après le diplôme de psychologue. Ces formations sont délivrées par des organismes privés qui coûtent évidemment, et elles coûtent évidemment une fortune au regard d'un salaire de psychologue. Et cela correspond à peu près à ce qu'on pourrait obtenir d'un doctorat, avec l'avantage que celui-ci resterait une formation publique et non pas privée. Et ce sera ainsi, par exemple, pour les psychologues qui se destinent à la psychothérapie, une occasion d'avoir une formation dans ce cadre-là. Vous savez qu'actuellement, Alain le rappelait tout à l'heure, rien n'est exigé pour l'exercice de la psychothérapie. Il suffit d'être psychiatre ou psychologue pour être désigné, pour pouvoir s'inscrire sur le registre national des psychothérapeutes, ce qui est absolument unique en Europe. On est le seul pays où on peut être psychothérapeute sans avoir aucune formation en psychothérapie. Il faut juste avoir un diplôme de psychologue ou de psychiatre pour pouvoir user du titre de psychothérapeute. Ce n'est pas seulement en Belgique où il faut une formation, comme le disait Alain, c'est dans tous les autres pays. On pourrait donc imaginer qu'une partie de cette formation soit assurée pendant les années de doctorat, et il pourrait en être ainsi pour d'autres types de pratiques des psychologues qui ne sont pas tous psychothérapeutes. Il y a des pratiques autres qui relèvent de la psychologie. Un titre à un niveau doctorat améliorerait donc la formation et dans des registres et des secteurs divers qui concernent toutes les compétences, pas seulement les compétences dans le soin psychique, mais toutes les compétences nécessaires pour les responsabilités que les psychologues prennent déjà, ou d'autres qu'ils pourraient prendre. On sait que déjà actuellement la formation des psychologues dépasse largement les 5 années officielles du master. À Lyon 2, par exemple, dans mon université, les 3/4 des étudiants en master 2 ont fait 6 années ou plus d'études. Les 3/4 et plus de la moitié ont fait plus de 7 ans d'études. Plus de 7 ans d'études. Par ailleurs, il est très difficile d'être employable si on a seulement un master de psychologie. La plupart des psychologues en quête d'emploi font des formations complémentaires, des DU, des suivis personnels, des cursus personnels divers et variés. Bref, un doctorat, avec donc un allongement des études, ne ferait qu'officialiser ce qui se passe déjà pour la plupart des étudiants. Les psychologues travaillent dans des conditions difficiles, tout le monde le sait, la profession est régulièrement attaquée par les pouvoirs publics, par le pouvoir médical, administratif. Je suis toujours extrêmement affecté d'entendre de plus en plus souvent, depuis ces dernières années, des psychologues dire qu'ils cherchent à quitter l'hôpital, et ils le font en vrai, non seulement ils disent qu'ils vont le faire, mais ils le font, tellement les conditions sont devenues insupportables, alors qu'ils faisaient un travail tout à fait remarquable, qu'ils investissaient, qu'ils les intéressaient. Je suis bien sûr toujours scandalisé, pour ne pas dire écœuré, quand j'entends le montant du salaire d'un psychologue, surtout dans le secteur public. Et les pressions pour une paramédicalisation, vous le savez, sont constantes. On ne peut plus situer la profession de psychologue au niveau master. Son expertise, ses compétences, sa formation, la formation qu'elle requiert, doivent la situer à un rang de doctorat. Et cela l'aidera, d'une part, à rester dans le champ des sciences humaines et à ne pas être
colonisés et confisqués par la médecine, et d'autre part à être entendus. Alain disait tout à l'heure que si on est professeur, on nous répond plus vite au téléphone. Eh bien, si on est docteur et pas seulement avec un diplôme à niveau master, on nous écoutera plus, on nous écoutera davantage. Seul un titre de doctorat donnera aux psychologues une assise plus sûre et plus sécure pour faire face à toutes les formes de hiérarchie institutionnelle ou organisationnelle et aux attaques répétitives portées à leur profession. Alors bien sûr, il faudra réfléchir à quelle forme pour un doctorat professionnalisant. On aura l'occasion d'avoir des débats, d'y réfléchir. J'insiste sur le terme professionnalisant ou professionnel. Je préfère ce terme-là au terme doctorat d'exercice, parce que exercice, ça voudrait dire qu'il y a ceux qui exercent, puis il y a ceux qui pensent. Ça introduit une hiérarchie entre le doctorat de recherche et le doctorat professionnel. Pour moi, il est important qu'il n'y ait pas de hiérarchie. C'est deux types de formation, la recherche et la professionnalisation, mais qui ne doivent pas être liés par un lien hiérarchique. Donc, pour moi, c'est important d'employer le terme de doctorat professionnalisant, de doctorat professionnel, et non pas de doctorat d'exercice. Et bien sûr, il faut militer pour un doctorat professionnalisant pour tous, pour tout le monde. Il ne s'agit pas de créer une élite, une caste, des super psychologues. Si une telle mutation venait à voir le jour, pour les générations à venir, tous les psychologues actuels devraient bénéficier d'une équivalence de leur statut, les anciens DESS et Master 2 professionnels donnant l'équivalence d'un doctorat professionnel. Il faudrait une clause du grand-père, comme on dit, pour que ce doctorat concerne tous les psychologues et pas juste une élite. Bien sûr qu'il y a des obstacles à une telle évolution. L'un des premiers obstacles majeurs que nous aurons à affronter, c'est celui des finances, bien sûr, de l'économie. On nous objectera qu'il est beaucoup trop coûteux pour la République d'entretenir des étudiants pendant 8 ans. On peut répondre que cela est déjà le cas. Les étudiants en psychologie passent bien plus de 5 ans à l'université. Par ailleurs, la plupart travaillent parallèlement à leurs études et un très grand nombre sont des étudiants en situation professionnelle, sont des praticiens divers qui reviennent à l'université, qui reprennent des études. Donc ça ne coûtera pas plus cher à la République. La seconde objection concernera le salaire. Une telle mutation, une telle revalorisation suppose que le salaire des psychologues actuellement scandaleusement disproportionné quant à leur niveau de formation, de compétences, de responsabilité, soit lui aussi revalorisé et corresponde à une formation de base de niveau doctorat, c'est-à-dire Bac plus 8. Pour répondre, il serait utile de pouvoir se représenter le coût social réel d'un tel allongement de la formation, avec les dépenses supplémentaires, bien sûr, mais aussi avec les économies. Je ne vais pas le détailler, mais il y a aussi beaucoup d'économies qui seraient réalisées si les psychologues étaient diplômés à Bac plus 8. On y reviendra si vous le souhaitez. Et par ailleurs, il en est des psychologues, comme de tout. Une société a les psychologues qu'elle mérite. Et si elle veut arrêter de dire que les psychologues n'ont pas assez de ceci, pas assez de cela, pas assez de stage, pas assez de formation, eh bien, il faudra bien qu'elle en accepte le prix. L'autre source de résistance vient évidemment du pouvoir médical qui historiquement et culturellement est très puissant en France. Autant au Canada, le pouvoir médical n'a opposé apparemment aucune résistance lorsqu'en 2006 a été créé le doctorat professionnel pour les psychologues, autant en France, il en sera bien évidemment autrement. Peut-être faudrait-il qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y ait autant de psychologues que de médecins, ce qui est bien sûr loin d'être le cas. Voilà les quelques réflexions dont je voulais vous faire part. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Albert. Alors, on devrait passer à la troisième table ronde. Peut-être qu'on a 2-3 minutes pour conclure cette table ronde. Est-ce que... Oui, peut-être juste un point peut-être pour préciser que je vous remercie Albert pour votre intervention qui s'inscrit dans le cadre de la convergence composée donc de nombreux comités, collectifs, associations pour lesquels cette question-là est au travail, c'est-à-dire n'est pas résolue. C'est une question, je pense que beaucoup de collectifs, d'associations se posent. Voilà, je pense que c'est important de maintenir le questionnement. C'est pas simple de s'approprier cette idée-là. Je trouve quand on est psychologue et qu'on s'est formé pendant 5 ans à l'université et que on continue pour beaucoup d'entre nous à se former par la suite,
que ce soit par un travail sur soi ou par des supervisions, des contrôles, etc. Et puis des tas de conférences, d'instituts de formation ou autres. Donc, c'est peut-être pas, c'est pas facile à intégrer. C'est comme ça, d'emblée, cette idée-là. Il y a aussi peut-être, malheureusement, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure, peut-être une certaine dévalorisation par eux-mêmes des psychologues qui est dommage. Parce que je trouve que la formation, en tout cas, pour nombre d'entre nous qu'on a eu à l'université, elle est quand même solide et elle nous permet d'exercer en institution dès le lendemain qu'on a eu notre diplôme. Donc, voilà, je veux aussi souligner qu'il y a aussi des bonnes formations. Oui. Et justement, je réponds à la place d'Albert pour aller vite. L'idée d'Albert, je crois, ce qu'il a essayé aussi de montrer, c'est que précisément, comme les psychologues actuellement continuent à se former, ce dont il s'agit, ce n'est pas forcément de rajouter quelque chose, mais de formaliser ce qui a déjà lieu. Ce qui devrait rassurer pas mal de gens, je crois, de ce point de vue-là. Oui, c'est exactement ça. Oui, je disais que cette question du doctorat, elle n'est pas toute neuve quand même. Elle a une vingtaine d'années, je pense, Albert, que tu milites pour élever le niveau de formation. Moi, je suis convaincue qu'on n'a pas d'autre choix. Alain, tu parlais, il faut avoir plusieurs coups d'avance. Est-ce que ça, c'en est un? Sans doute. Mais on n'a pas le choix. Toutes les professions à l'hôpital se sont élevées au niveau de la formation. La plupart, on en parlait tout à l'heure, sont à un niveau master. Sauf les psychologues, ça fait quand même 40 ans qu'on n'a pas bougé. Et là, il est plus temps d'y réfléchir encore et encore. Ça fait 20 ans. Si, on a bougé, on a régressé. On est passé d'un DPSS qui est un niveau 3e cycle à un master qui est un niveau 2e cycle. On a bougé, on a régressé en fait. C'est ça, on a régressé. On est la seule profession à avoir régressé, comme on avait régressé dans les grilles de rémunération, en étant la seule profession à avoir perdu 30 points dans les années 80, je crois. Donc voilà, on régresse. Donc là, moi, je suis convaincue depuis longtemps qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument élever ce niveau de formation, avoir quelques coups d'avance et faire des propositions assez rapides. Moi, je pense qu'on a une fenêtre de tir qui va bientôt s'éteindre. Fenêtre de tir, peut-être profitons du Covid, qui fait que le public demande des psychologues, réclame des psychologues. Profitons de cette popularité, on va dire, et allons-y, quoi. Je ne sais pas ce qu'on attend là, parce que la mort nous guette quand même. Hein. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. C'est très important aussi la phrase d'Alain, formalisons ce qui a déjà eu lieu, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes déjà à un niveau doctorat. Il s'agit de formaliser effectivement nos formations complémentaires et aussi d'éviter que on privatise finalement nos doctorats par des formations additionnelles en dehors de l'université qui pourraient tout à fait être dans l'université.